Bonsoir et bienvenue aux journées digitales de la supply chain. Ce soir, nous allons parler du Maroc, du potentiel industriel et logistique du Maroc. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'aujourd'hui, à 17h45, ouvre les votes et l'élection des 4 startups de l'année. Donc, restez connectés après l'émission surtout et assistez à la présentation. Donc, ce soir, nous allons parler avec Mehdi Rida Mfadel, de partenaire chez la société ARES, donc African Real Estate Investment Solutions, qui va nous parler du potentiel du Maroc. Et pourquoi cette question? Parce qu'actuellement, en France comme ailleurs dans le monde, il y a beaucoup de sociétés qui ont entamé une réflexion sur leur schéma logistique et supply chain. Et en ce qui concerne la France, quand on parle de rapprocher le sourcing, le Maroc apporte un potentiel intéressant. Donc, je vais laisser Mehdi se présenter rapidement et ensuite directement entrer dans les vifs du sujet. Mehdi, bonjour. Bonjour Pierre. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société rapidement? Alors, African Real Estate Investment Solutions est une banque d'affaires spécialisée dans l'investissement immobilier d'une manière principale. Nous accompagnons des investisseurs ou des développeurs sur plusieurs thématiques, à savoir l'immobilier, qui soit principalement industriel et commercial, aussi un peu de résidentiel. Nous opérons aussi dans l'accompagnement administratif et bancaire, à savoir la levée de fonds, principalement aussi pour des investisseurs étrangers qui souhaitent se développer sur le Maroc. D'accord, très bien. Alors, donc vous allez nous parler du Maroc. Le Maroc, pour ceux qui ne seraient pas au courant, a entamé il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant une grande réflexion sur le transport et la logistique et en fait a mis en place de nombreuses infrastructures pour permettre le développement de la logistique en France. C'est un plan qui a été soutenu par Sa Majesté le roi Mohamed VI et qui a abouti en premier lieu à l'ouverture du port Tanger-Med et au développement de nombreuses infrastructures routières, rails et maritimes de transport. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les grandes lignes et nous parler de la situation aujourd'hui, étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en cours depuis un certain nombre d'années, nous faire un petit rappel de la situation. Alors effectivement, tout est parti de la vision royale de mise à niveau de l'industriel et par conséquent aussi du secteur logistique au Maroc il y a plus de 10 ans. Donc une convention a été signée en 2010 suite à une étude du cabinet McKinsey qui ciblait et qui mettait en perspective les points d'amélioration que le Maroc avait pour devenir compétitif. La vision royale consiste à placer le Maroc comme hub à la fois régional. Quand je dis régional, ce n'est pas simplement au niveau nord-africain, mais aussi au niveau méditerranéen et euro-méditerranéen, parce que le Maroc a cet avantage géographique d'être entre l'Europe et en même temps proche de l'Europe et en même temps une passerelle sur l'Afrique. Les grandes lignes de ces plans de mise à niveau, que ce soit industriel et surtout logistique, c'est une vision qui avait pour objectif de mettre en place 3300 hectares de zones logistiques d'ici 2030. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'était la modernisation du secteur. On entend par modernisation du secteur la mise à niveau de l'ensemble de la chaîne logistique au Maroc de manière à ce qu'elle soit plus compétitive au point de vue professionnel, mais aussi au point de vue financier par rapport à d'autres secteurs logistiques comme on a dans le sud de l'Europe. L'émergence aussi, le troisième axe, c'est l'émergence de logisticiens intégrés, c'est-à-dire de logisticiens ayant l'ensemble des qualifications requises et pouvant fournir un service similaire à celui qu'on peut retrouver en Europe. Et enfin, l'idée était aussi de faire cette passerelle entre l'Europe et l'Afrique, entre
faisant du Maroc un hub africain aussi pour l'Afrique de l'Ouest. L'ensemble des choses qui ont été réalisées à ce jour sont les suivantes. Alors, tout d'abord, bien sûr, le port Tanger-Med, qui a été lancé en 2007. Donc, le terminal a été livré en 2007, le deuxième en 2008 et le quatrième, à savoir le dernier, en janvier 2019. Donc, qui maintenant est le deuxième port le plus grand d'Afrique en capacité. L'avantage avec le port Tanger-Med, bien sûr, c'est qu'il permet de relier 180 pays. Donc 180 pays sur les 5 continents. Juste pour l'Afrique, par exemple, on arrive à relier 35 ports en Afrique sur 21 pays. C'est un hub assez important. À côté du Tanger-Med, il a été mis en place une zone industrielle très importante qui a vu arriver le groupe Renault depuis quelques années. Aujourd'hui, Renault est installé depuis maintenant presque 5 ans. Là-bas, il produit pas mal de véhicules pour le marché, principalement pour le marché européen. Ça, c'était le premier, on va dire, le projet phare. Le Tanger-Med, c'était vraiment le projet phare. C'était un peu faire un pendant au port d'Algésiras. Aujourd'hui, en termes de capacité, Tanger-Med est supérieur. Alors, c'est combien exactement la capacité de Tanger-Med actuellement? En capacité, je pense qu'on est à 9 millions de containers, il me semble, 9 millions de containers vapeur, exactement. D'accord. Il y a aussi le port routier, le port routier, et puis le port aussi de transport de personnes, à peu près, aussi très important sur la zone. Alors, on a comme infrastructure qui a été connexe au port de Tanger-Med, il y a la zone industrielle de Tanger, comme je vous l'ai dit, qui avait arrivé pour Renault. Et quand je dis le groupe Renault, c'est aussi l'ensemble des sous-traitants et équipementiers automobiles qui sont venus s'installer là-bas. C'est une zone franche. Il y a la zone franche aussi de Tanger, qui est l'une des principales aussi en Afrique, qui est installée aussi à Tanger, la Tanger Frigo. On a aussi le TGV, qui a été lancé en 2011 et qui a été livré en 2018, qui relie Tanger à Kenitra sur la ligne grande vitesse, mais principalement Tanger maintenant à Casablanca. Ce qui est très intéressant aussi à la fois pour le transport des personnes, mais aussi pour le transport des marchandises. Aujourd'hui, ce qui m'amène au deuxième projet phare, à savoir la zone industrielle de Kenitra, qui est reliée donc à Tanger par le TGV et qui a vu aussi l'arrivée du groupe TEFA depuis pas si longtemps que ça, depuis presque 2 ans, et qui a pour ambition de faire à peu près 200 000 véhicules par an, de produire 200 000 véhicules par an pour le marché européen principalement. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que cette vision royale a été amenée d'un ensemble de mesures incitatives pour les opérateurs qui voulaient s'installer et se développer sur le Maroc, à la fois les opérateurs étrangers ou les opérateurs locaux, des mesures fiscales d'accompagnement, des mesures de facilité administrative. Donc ça réduit les temps, les délais et surtout les délais qui avant étaient un petit peu un frein pour le développement de l'activité au Maroc. Aujourd'hui, nous avons comme troisième projet phare, entre guillemets, c'est le port Nador. Alors lui, il se situe plutôt côté méditerranéen, mais côté oriental, qui a été lancé il y a exactement 2 ans et demi aussi. Et aujourd'hui, on est à 45% de la réalisation. Ce sera normalement opérationnel entre 18 et 24 mois. C'est aussi un port qui sera aussi important sur la zone. En fait, la stratégie des ports du Maroc, c'était de créer dans chaque ville un port important de manière à avoir d'ici 2030 un ensemble de ports qui nous permettent d'être opérationnels au niveau international. C'est vraiment la vision de se positionner à l'international. Et alors le port donc Nador, il est à l'extrémité est du pays, si je me souviens bien, c'est ça? C'est exactement ça, l'extrémité orientale, on va dire, au côté algérien. Donc on a un port à l'est, on a le port de Tanger-Med un peu plus au milieu au nord et le port de Kenitra au sud. L'idée, c'est de quadriller un peu le pays pour... D'accord. D'accord, très bien. Qu'en est-il des infrastructures, donc rail-route?
Je sais que ça c'est aussi, Alors, vous avez au niveau mentionné des le TGV au niveau du transport. Est-ce qu'il y a aussi des choses qui se sont développées de ce côté-là? écoutez, alors, au niveau des infrastructures, rail, mis à part le TGV, donc le TGV, la première phase, c'était Tanger-Kinitra, qui a été réalisé et livré. Aujourd'hui, c'est en moyenne 2,5 millions de passagers euh, annuels. Ça permet de relier Casablanca à Tanger en 2 heures. Donc, on a aussi beaucoup de flux de personnes qui vont travailler sur Tanger la journée et qui reviennent, donc, ce qui est assez intéressant. La deuxième phase de la ligne grande vitesse est prévue et a été lancée. C'est la phase Marrakech-Agadir, donc plus vers la partie sud du Maroc. Et ensuite, une autre phase qui va rejoindre Casablanca à Oujda, à savoir la partie orientale, enfin, frontière avec l'Algérie. Ça, c'est pour les lignes à grande vitesse. Euh, L'idée, c'est de se mettre à niveau aussi avec toujours cet horizon à 2030. Parallèlement à ça, l'ONCF a mis quand même à niveau ses lignes de rail. L'ONCF, c'est l'équivalent de la SNCF pour le Maroc, qui met à niveau ses lignes de rail pour le transport de marchandises. Alors nous, on a la chance d'avoir l'OCP, qui est une multinationale marocaine opérant dans le domaine des phosphates, et qui utilisait déjà le réseau rail pour le transport du phosphate. Du coup, on a pu utiliser aussi ces infrastructures pour faire passer les véhicules ou les autres marchandises. Une réelle mise à niveau qui a été faite. Ensuite, on a le réseau autoroutier. Alors, il faut savoir que tout récemment, en 2005 encore, il n'y avait une grande autoroute, on va dire, sur le Maroc, qui rejoignait Tanger jusqu'à Casablanca. Aujourd'hui, le réseau autoroutier part de Tanger jusqu'à Agadir, donc plus de 700 km. Part aussi de Casablanca, il relie Casablanca à Oujda, il relie Casablanca bien sûr à Kenitra, à Rabat, à Fès, à Meknès. En gros, les principales villes du Maroc sont reliées par le réseau autoroutier aujourd'hui. D'accord, d'accord. Et ça a été fait dans un délai très rapide, entre guillemets, puisque ça a été fait en moins de 15 ans. Et à horizon 2030, on doit avoir normalement 1800 km de réseau autoroutier. D'accord. Alors, on va parler aussi des infrastructures logistiques, parce que Oui. dans le grand plan de développement de la logistique, le plan d'État, il y avait donc les zones logistiques. Et il faut peut-être rappeler aussi que dans ce grand plan-là, il y a eu la création de l'AMDL, l'Agence marocaine du développement de la logistique, donc qui est là pour promouvoir la logistique au Maroc et pour accompagner les entreprises qui souhaitent s'accompagner dans le royaume. Est-ce que vous pouvez donc nous parler un petit peu des différentes infrastructures et zones logistiques qui ont déjà été développées, qui sont peut-être en cours de développement ou en cours de planification au Maroc? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, l'AMDL avait été créée en 2012 pour un peu euh, exécuter un peu la vision royale de mise à niveau de la logistique au Maroc. Alors, bien sûr, les zones logistiques qui ont été créées, les premières, c'est celles qui étaient affiliées au port, comme on l'a évoqué, à savoir celle de Tanger Med, donc la Tanger Free Zone, une zone logistique sur à peu près 200 hectares. Il y a aussi une autre zone logistique qui est sur Casablanca, qui a été mise en place à la NDL, mais qui a été réalisée et gérée par la SNTL, donc la Société nationale de transport logistique. Et c'est l'une des zones les plus importantes sur 150 hectares. Et l'avantage, c'est qu'elle est au niveau de Casa, un point névralgique, puisqu'il y a l'accès au port de Casablanca, c'est un port aussi très important, et surtout, elle est sur le nœud autoroutier qui permet de desservir le Maroc du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ça, c'est pour ce qui a été développé par, euh, par, euh, par l'État, par le gouvernement, via des entités publiques. Parallèlement à ça, le gouvernement marocain a mis en place des mesures incitatives pour le développement de zones industrielles par les privés. Aujourd'hui, on peut bénéficier de terrains
à des prix très avantageux pour venir développer de la logistique. L'idée, c'est vraiment c'est un enjeu majeur. Donc, de la logistique, à la fois l'industrielle, hein, c'est pareil. C'est un enjeu majeur pour le Maroc. Et l'ensemble des mesures incitatives qui ont été mises en place permettent aux opérateurs locaux ou étrangers de s'installer et de se développer. Donc là, on Pareil, parle au niveau des mesures incitatives. d'un point de vue fiscal. Vous parlez de fiscalité. On parle de mesures incitatives au niveau fiscal, c'est bien ça? Au niveau des mesures incitatives, Oui. on a, oui, alors il y a le fonds de développement qui a été créé, c'est le fonds de développement industriel et d'investissement. Alors ce fonds-là, il permet un ensemble de mesures qui peuvent se matérialiser par un remboursement des frais d'acquisition du terrain, par la mise à disposition de terrains de l'État, des domaines, peuvent être octroyés via un dossier d'investissement à des coûts vraiment très bas, puisque l'objectif est vraiment le développement. On a des exonérations de TVA, on a des exonérations de droits d'apportation sur le matériel, sur l'outillage, on a des mesures par rapport à l'emploi et à la formation professionnelle pour tout ce qui est mettre au niveau le personnel. Ça favorise beaucoup, et bien sûr, pardon, la, la, les mesures incitatives au niveau de l'IS, l'impôt sur les sociétés. C'est très important, surtout pour les sociétés qui travaillent à l'étranger ou les sociétés qui travaillent vers l'export. D'accord. Alors, pour en revenir aux zones logistiques, vous avez abordé celle de Casablanca. Quelles sont les autres principales grandes zones logistiques actuellement disponibles ou bientôt disponibles au Maroc pour s'implanter? Alors aujourd'hui, on a Tanger, on a Casablanca, nous avons la zone logistique de Kenitra, l'Atlantic Free Zone aussi, qui est très importante. On a une zone logistique qui est en cours de développement sur Agadir, dans le sud du Maroc. Et bien sûr la zone de Saïdia, qui est plus dans le côté oriental, qui sera un peu en lien avec le port du Maroc. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée en termes de surface de ce que ça représente? En termes de surface, oui, de surface. En termes de surface, le réseau national de zones logistiques à horizon 2030, c'est 3300 hectares. D'accord. Qui seront disponibles d'ici 2030? Exactement, qui seront disponibles d'ici 2030 et qui seront dispatchés sur l'ensemble du royaume. D'accord. Donc ça fait quand même des zones importantes. Maintenant, pour une société qui souhaite s'implanter, vous avez parlé d'une fiscalité qui peut être intéressante, de mesures incitatives. On a la disponibilité donc du foncier pour construire des entrepôts. En France, quand on parle entrepôt, on parle automatiquement de réglementation. Et tout ce qui touche au travail, il y a une réglementation lourde. Ce qui touche à la construction des entrepôts, il y a une réglementation qui est lourde, qui a tendance à freiner les projets et à frustrer parfois les intervenants. Qu'en est-il de la réglementation au Maroc? Qu'en est-il en ce qui concerne une entreprise étrangère qui veut s'implanter? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des différents aspects réglementatifs? Alors c'est ça. L'un des premiers constats qui a été fait avant, qui a été fait de manière à mettre à niveau notre secteur, était bien sûr la lourdeur administrative. Alors, comme en Europe, au Maroc aussi, on était un peu tributaire de ça pendant un moment. Du coup, la première chose qu'ils ont fait, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un guichet unique. Alors, on passe aujourd'hui par des centres régionaux d'investissement, que ce soit pour des opérateurs locaux ou des opérateurs étrangers, qui servent de guichet unique et qui permettent d'accompagner les investisseurs sur l'ensemble des démarches, qu'elles soient principalement administratives
et ensuite même sur les démarches de financement ou d'octroi des mesures incitatives via les fonds dédiés. Du coup, c'est beaucoup plus facile. On dépose notre dossier directement au CRI, on est accompagné par un chef de projet là-bas et ça nous permet de gagner du temps. L'avantage, c'est que les droits sont les mêmes, enfin, les mesures sont les mêmes qu'on soit investisseur étranger ou entreprise étrangère ou entrepreneur marocain. C'est un droit en tâche, c'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes droits, on bénéficie des mêmes conditions, on bénéficie des mêmes mesures incitatives sans distinction. Faut savoir qu'aujourd'hui, sur des domaines comme l'industriel ou la logistique, de par la volonté et la vision royale et surtout les plans de mise à niveau qui ont été mis en place par le gouvernement, l'octroi des autorisations elle est sans commune mesure par rapport à d'autres secteurs comme le résidentiel par exemple, qui fait l'objet de plus de commissions. C'est vraiment une volonté très forte du royaume et on essaie de faire en sorte de faciliter au maximum. Et d'ailleurs, pour preuve, l'installation d'opérateurs comme Renault ou Peugeot qui ont bénéficié de mesures intéressantes, qui sont installés de manière très rapide, mais aussi les opérateurs dont on parle moins, à savoir les gens de l'aéronautique, qui sont venus s'installer en masse aussi sur la région de Casablanca et qui l'ont fait dans des conditions très, très intéressantes. Ce qui fait qu'il y a un écosystème maintenant, quand on s'installe au Maroc, quand on est industriel, on n'est plus tout seul. Il y a un écosystème derrière pour nous soutenir, si je comprends bien. Il y a un écosystème industriel important au niveau par exemple, de l'automobile et de l'aéronautique au Maroc. Alors, est-ce que vous pouvez répéter? Je ne vous ai pas entendu, Pierre. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a un écosystème important de sociétés présentes au Maroc dans les domaines donc de l'aéronautique que vous avez mentionné, de l'automobile, et est-ce qu'il y en a dans d'autres domaines également? Exactement, exactement. Alors, ça a été pensé en fait en cluster et on a le cluster d'aéronautique qui se situe en banlieue de Casablanca, qui a vu arriver des constructeurs comme Boeing comme Boeing par exemple ou Bombardier, et qui autour de ça tout l'écosystème des sous-traitants qu'ils ont ramené avec eux en fait. Il était plus intéressant pour des sous-traitants. C'est un peu la même chose aussi sur les équipementiers automobiles. Les PME, par exemple françaises, espagnoles, portugaises ou italiennes, qui étaient en sous-traitance de l'automobile, ont préféré accompagner directement leur donneur d'ordre, à savoir les constructeurs, en s'installant ici, plutôt que de continuer à envoyer d'Europe. Pourquoi? Parce que leur marché, bien sûr, était sécurisé, leur contrat était sécurisé avec les constructeurs, et ils se sont rendus compte qu'en s'installant, ils pouvaient aussi avoir des débouchés en local qui pouvaient être aussi intéressants. Donc, ils venaient principalement pour leur contrat cadre avec le constructeur, et après, ils travaillent avec les autres opérateurs ici locaux sur le Maroc et même sur l'Afrique. Très bien. Alors, un dernier point qu'on n'a pas mentionné, qui a son importance, au niveau de la main-d'œuvre. Est-ce qu'on trouve de la main-d'œuvre facilement au Maroc? Est-ce qu'on trouve de la main-d'œuvre qualifiée? Est-ce qu'on trouve de la main-d'œuvre francophone? Est-ce que c'est un avantage également, donc la proximité de la culture et le fait que le français soit quand même bien parlé au Maroc? Est-ce que ce sont des choses qui ont leur importance? Et donc, est-ce qu'on trouve facilement la main-d'œuvre recherchée, que ce soit en logistique ou dans le secteur industriel au Maroc? C'est ça. Alors, effectivement, la proximité culturelle entre le Maroc et la France et l'Europe aussi principalement. Alors, c'est assez drôle, mais il faut savoir qu'au Maroc, l'ensemble des contrats, 99% des contrats, se font en langue française. Donc, tout se fait en langue française. Là, pour la petite anecdote, il est très difficile de trouver des contrats en langue arabe et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent rédiger ou signer des contrats en arabe. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Du coup, tout le monde est parfaitement francophone
bilingues bien sûr, mais aussi anglophones ou hispanophones. Principalement dans la région du Nord pour la langue espagnole et pour le reste du pays, bien sûr, francophone. Le Maroc est un pays jeune qui dispose d'une population, d'une population jeune, disponible pour l'emploi. Les bassins de l'emploi autour des grandes villes sont très importants. Au niveau de la formation, euh, la plupart des jeunes et jeunes diplômés sont sur le marché du travail avec un bac+3, bac+4, qui ont fait quand même des employés assez qualifiés. Mais bien sûr, l'avantage le plus important, c'est le SMIC, qui est aujourd'hui à 2500 dirhams, à savoir 250 euros. Effectivement. Effectivement. Est-ce qu'au niveau de la logistique, plus précisément, vous avez des filières de formation déjà en place au Maroc qui permettent d'avoir immédiatement des gens qualifiés disponibles? Comment? Est-ce qu'il y a une filière de formation au Maroc spécifique à la logistique et qui permettent à une entreprise française, par exemple, de s'implanter, de trouver facilement des manutentionnaires ainsi que des cadres qualifiés pour le secteur de la logistique? Bien sûr. Alors, par rapport à la logistique principalement, il y a des filières de formation de logistique, bien sûr, qui s'opèrent. Après, principalement, les organismes de formation professionnelle aussi qui dispensent de formation spécialisée et dédiée. Au niveau du recrutement, la plupart des opérateurs s'appuient sur des cabinets de recrutement locaux, mais aussi sur des cabinets d'intérim type Manpower ou Techtra qui sont installés déjà depuis longtemps au Maroc. Et aujourd'hui, il faut savoir que les ressources humaines, ce n'est pas un frein, au contraire, c'est un avantage. Bon nombre d'opérateurs étrangers qui sont installés au Maroc ont été agréablement surpris de la qualité des ressources humaines ici au Maroc, que ce soit au niveau des langues, mais aussi au niveau de tout ce qui est l'informatique et tout ce. Je vous entends plus, Rida. Ah, vous m'entendez? Là, je vous entends. Ok. Très bien. Très bien. Et, voilà. Alors, un aspect dont on n'a pas parlé, mais si on s'implante au Maroc aujourd'hui, on implante des usines, des entrepôts au Maroc. Quels sont les temps de transport entre le Maroc et la France et les différents ports français? Quels sont les moyens disponibles et quels sont les délais à peu près pour alimenter le territoire français? Alors, au niveau du transport routier, aujourd'hui, au niveau du transport routier, je pense que c'est 48 heures. Alors, si on compte les formalités de douane pour l'export de marchandises, on doit être à 72 heures. Au niveau du transport bateau, sur Tanger 7, par exemple, nous sommes pareil, à 72 heures. Par contre, sur du transport Tanger Algeciras, on est sur 45 minutes. 14 km. 14 km, 45 minutes. Et donc on peut combiner le transport bateau depuis Algeciras, c'est quoi? C'est routier ou du coup c'est ferroviaire à partir d'Algeciras ou c'est au choix ou comment ça se déroule? Pour les bateaux qui donc font la jonction entre Tangemed et Algeciras en 45 minutes, 45 la, minutes, part, ouais. la partie suivante, elle se fait en rail, elle se fait en route, elle se fait au choix, tout est disponible. C'est ça, exactement. Principalement en route. Euh, D'accord. principalement en route. Après, pour arriver en France, moi, je vous ai dit, c'est 48 heures. 48 heures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, formalité douanière comprise sur de l'export, on est à 3 jours, quoi. 3 jours pour arriver à Paris. Ce qui par rapport aux 29 jours de bateau de la Chine, il représente quand Ouais, même un c'est avantage sans commune. assez net, oui. Au niveau des coûts de la main-d'œuvre, donc vous avez parlé d'un SMIC à 2500 dirhams, soit
250 €. Ouais, environ 250 euros, exactement. Et ça, c'est quel que soit le secteur. Donc, par exemple, dans l'industrie manufacturière également. Exactement, le SMIC, c'est SMIC général pour tous secteurs confondus. Ensuite, les salaires moyens pour l'industrie manufacturière, les ouvriers en général, ils sont entre 2500 et 3000 dirhams. L'avantage, c'est qu'on bénéficie aussi d'avantages sur les cotisations sociales. On est en dessous enfin, jusqu'à 3000 dirhams de salaire, ce qui est aussi avantageux. Donc, les cotisations sociales sont vraiment faibles. C'est simple, pour 3000 dirhams, on doit payer, je crois, peut-être 900 dirhams, donc l'équivalent de 90 euros de charges sociales. Et dedans, il y a tout. Il y a la mutuelle obligatoire, la CNSS, savoir la sécurité sociale, etc. L'ensemble des charges sociales. D'accord. Donc, ça représente quand même un coup de manœuvre très intéressant par rapport à ce qu'on peut trouver même en Espagne ou en Europe du Sud. Euh, un petit mot de la fin. Si vous deviez résumer les choses à savoir pour une société qui souhaite s'implanter au Maroc, pour bien réussir son implantation, quelles sont les choses? Est-ce que vous avez une checklist des choses à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure? Alors, ouais, effectivement, si j'aurais une liste à faire, la première, ça serait de bien m'orienter en fonction de mon activité. Je m'explique, si je pars sur une activité qui va se faire à 90%, voire 100% à l'export, je profiterai d'un statut en zone franche, par exemple à la Casablanca Finance City, donc la CFC, permet aux entreprises installées là-bas de bénéficier d'un impôt sur les sociétés à hauteur de 8,5% pendant les 10 premières années, ce qui est très, très avantageux. Si j'opte pour une industrie où j'aurais besoin d'employés, d'ouvriers, on va dire 100, 150, jusqu'à 300, ouais, à partir de 100, plus de 100 ouvriers, je m'installerai dans des zones comme à proximité des grandes villes, comme Tanger ou Casablanca, ou Kenitra aussi. Une main-d'œuvre plus qualifiée, plus pointue, si je suis dans le domaine de l'électronique, je m'installerai plus sur le secteur de Casablanca, puisque là-bas, on a des gens un peu plus qualifiés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je, je consulterai de manière à avoir l'ensemble des mesures incitatives, l'ensemble des mesures oui, voilà, incitatives dont je peux disposer. Aujourd'hui, mis à part le fonds dédié à l'industriel et à l'investissement, il y a un ensemble de fonds comme le fonds Hassan II ou des fonds aussi régionaux qui peuvent aussi être profitables à une installation. Ça bénéficie aussi de pas mal d'avantages. Donc, je ferai bien le tour de tout pour pouvoir profiter un maximum de ce qu'on peut, de ce qu'on peut, de ce qu'on peut, de ce que le gouvernement marocain met à disposition. Et j'hésiterai pas aussi à signer des conventions avec l'État de manière à bénéficier aussi d'avantages au point de vue administratif et même plus tard pour l'obtention des autorisations, pour faciliter un peu tout ça. D'accord. Écoutez, je pense que on a fait le tour de la question. En tout cas, je vous remercie. Ça a été très, très intéressant. Je sais que Okay. beaucoup de sociétés françaises réfléchissent actuellement à leur schéma logistique et supply chain et à rapprocher, si possible, un petit peu la production. On a dans de nombreux domaines des besoins en réactivité qui sont accrus et qui permettent une agilité meilleure, ce qui aujourd'hui est vraiment de plus en plus le nerf de la guerre. Donc, je pense que les sociétés françaises ont tout intérêt à réfléchir à la question, notamment dans les domaines que vous avez cités, l'aéronautique et de l'automobile, mais il y a aussi le textile également, qui est un domaine important au Maroc, non? Est-ce que le textile n'est pas un secteur d'activité toujours important au Maroc? Ou est-ce que je me trompe? Mehdi, vous m'entendez? Oui, Oui. oui, oui, je vous entends. Oui, Vous oui, me donc dites par rapport vous au avez. textile, c'est ça?
par rapport au textile, voilà. Est-ce qu'il y a aussi de quoi faire pour une entreprise qui voudrait… en France, on a des entreprises de textile aussi qui maintenant sont en difficulté suite au Covid-19. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à faire aussi de ce côté-là au Maroc? Est-ce qu'on peut imaginer installer de la production au Maroc côté textile? Alors oui, alors le Maroc était un hub textile très important dans les années 80. Ensuite, il a été dépassé un petit peu par l'émergence de la Chine. Et aujourd'hui, on a noté depuis quelques années, très récemment, on va dire ces 5 dernières années, un retour des donneurs d'ordre sur le Maroc. Je pense aux marques de prêt-à-porter européennes comme Zara ou H&M qui maintenant fabriquent ici à Tanger ou à Casa. L'avantage est le même. Alors l'avantage, c'est qu'on a déjà l'outil. C'est qu'on on a un outil quand même très important avec des usines de textiles qui sont très importantes. On a une mise à niveau aujourd'hui des employés. On a une flexibilité aussi au niveau des, euh, des, de la production. L'exemple le plus probant, c'est les masques pour le Covid. On a mis à niveau toute une filière en l'espace de 4 semaines et on a produit, on est passé de 0 à 5 millions de masques par jour de production, Par ce qui est jour. incroyable. Donc, ouais, ouais, au niveau des masques, c'était vraiment une réussite parce que l'État et le ministre de l'Industrie a aussi mis en place les choses de manière à ce que tout le monde s'est lancé dedans et on a vraiment été opérationnel à ce niveau-là. Au niveau du textile, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, comparativement par rapport à la Chine et même la Turquie, l'avantage, bah, c'est les délais de livraison qui permet d'être plus flexible au niveau des collections. C'est surtout ça l'avantage. Lancer un modèle et le recevoir dans une semaine. La production se met en place très rapidement et les livraisons suivront. À 3 jours de livraison, on peut vraiment être flexible. Et les ressources sont là. Et l'unité est là. Et encore une fois, sachant que c'est de la production qui sera principalement pour l'export, bah, on bénéficiera encore de toutes les mesures incitatives comme c'est précédemment. D'accord, très bien. Bah, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Mehdi, de nous avoir rejoints. Et donc, pour les auditeurs, surtout, restez connectés pour la fin de cette conférence et le prix donc, de la startup de l'année 2020 que l'Agora des managers, directeurs supply chain organise à partir de 17h45 ce soir. Les votes sont ouverts donc à 17h45 et ce jusqu'à la fin de ces 2 jours de conférence. Merci à tous, merci Mehdi et à très bientôt. Merci. Bonne journée, au revoir.